populations entières qui ont été aussi déplacées. Donc on se dit, en fait, on a vécu un mois de janvier terrible. Je cite un exemple, quand on a des inondations à New York, on voit le maire de New York qui s'exprime. On ne voit pas le ministre ou le département d'État qui communique par rapport à X ou Y. Les différents acteurs, les différents responsables aujourd'hui, politiques, sont conscients de l'enjeu communicationnel. La sensibilisation par rapport à ça, c'est que la communication aujourd'hui n'est plus un accessoire. On ne cesse de le répéter. C'est pas du marketing qu'on fait. De dire, en fait, on n'est pas bon en matière de communication. C'est ça, en fait, clairement. Malheureusement, des fois, on a le luxe de pouvoir évoluer à notre rythme, et d'autres fois, on est challengé par justement la dynamique de développement et puis la dynamique des enjeux. C'est les élus locaux et le politique qui doit d'abord et avant tout, ou en même temps, prendre la parole. Quand on a une crise, on se met autour d'une table et chacun communiquera sur sa partie du job. On ne s'intéresse pas à nous, personne ne nous parle, et que donc, du coup, en fait, on n'existe pas. Et c'est sur ce point justement qui sont critiquables largement, c'est les one-shots. C'est quand il y a une crise, on fait un one-shot, on calme le jeu et puis on continue. 7e Sens, votre format de débat dédié à donner du sens au sens avec comme invité, on va dire une invitée sensée, Ouda Sikawi. Bonjour Rachid, merci pour l'invitation. Merci surtout de l'avoir accepté, Ouda Sikawi. Je rappelle, CEO de Public Advisory, cabinet spécialisé en communication stratégique et sensible, mais également en communication institutionnelle et relations publiques. Débat autour aujourd'hui du contexte de la conjoncture politique au sens très large du terme. Est-ce que plus rien ne va ou plus rien ne marche avec un point d'interrogation, compte tenu qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une forme de démobilisation, que nos concitoyennes et concitoyens commencent un petit peu à prendre beaucoup de recul par rapport à beaucoup de choses, sont beaucoup moins engagés et que on est surtout habité par un sentiment à la fois d'indignation, voire d'humiliation post-Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez dans ce qui est diffusé dans l'environnement ? Alors, il faut globalement remettre les choses dans leur contexte. Savoir aussi que post-Cannes, il faut savoir qu'il y a une baisse d'adrénaline. Ça, il faut pas se leurrer là-dessus, sans vouloir prendre une approche très alarmiste. On va se dire que ça arrive dans tous les pays du monde. On est dans une situation d'adrénaline qui est très élevée, de patriotisme, de ferveur sportive, qui fait que nous étions vraiment en plané, parce qu'on avait aussi une équipe nationale qui est arrivée jusqu'au final, aux phases finales de cette compétition. Donc on s'est permis, ce qui était tout à fait légitime, de rêver de remporter cette coupe. Donc c'est pour ça que si on estime aujourd'hui que les Marocains étaient dans une ferveur et dans une positive attitude, c'est lié essentiellement à ça. Donc ça veut dire qu'il y a un contre-coup aujourd'hui, c'est-à-dire après la surexcitation, il y a... C'est absolument tout à fait normal. C'est absolument tout à fait normal. En même temps, on l'a bien vu, il y a les sanctions prises par la CAF, le Maroc a décidé de faire appel, mais l'impression que il y a indignation, humiliation qui aujourd'hui est assez relativement dominant au sein des populations, ça d'une part. Et deuxièmement, ce qui s'est malheureusement passé après, c'est aussi ces inondations, changements climatiques. On a vu des populations entières qui ont été aussi déplacées. Donc on se dit, en fait, on a vécu un mois de janvier terrible. Un concours de circonstances. On va dire que c'est un concours de circonstances. Malheureusement, on a eu à faire face quand même aux aléas climatiques et malheureusement, on a eu plusieurs dégâts. Heureusement, pour le moment, d'infrastructure et bien heureusement pas de dégâts humains. On croise les doigts pour que ça continue et qu'on puisse gérer cette crise comme on a pu gérer d'autres crises de par le passé, à savoir également la crise du séisme terrible le Haouz de 2023 de Haouz. Jusque-là, très sincèrement, il faut rendre à César ce qui est à César. Le Maroc, encore une fois, prouve sa résilience et sa façon de gérer assez exemplaire de ces crises-là. Donc, techniquement, on a appris à gérer des crises sur le plan infrastructurel, sur le plan technique. Maintenant, le problème que nous avons aujourd'hui au Maroc, c'est qu'on ne gère pas encore les crises sur le plan communicationnel, sur le plan image et sur le plan technico-technique en termes d'image. Pourquoi on n'y arrive pas ? Est-ce que valeur aujourd'hui, c'est parce qu'on n'arrive pas à prendre conscience réellement de l'importance de la communication au sens très large du terme ? On a vu ces dernières semaines, oui, le Maroc a été contré sur le terrain du narratif et du récit. Il faut être capable de raconter une histoire aussi, d'être sur du vrai narratif impactant et sur du vrai récit également. Vous qui êtes spécialiste en termes de communication aujourd'hui par rapport à ce qu'on vient de vivre en ce début d'année et ce mois de janvier, est-ce que c'est ce que vous retenez ?
d'une part, et en même temps, est-ce que vous considérez que les différents acteurs, les différents responsables aujourd'hui, politiques, sont conscients de l'enjeu communicationnel? On est sur un climax. Il faut dire que le Maroc aujourd'hui est à la croisée des chemins. On a grandi, on a acquis une maturité économique, on a acquis une maturité politique, on va dire, sur le plan technique, encore une fois. Malheureusement, ce qu'on n'arrive pas à comprendre encore, c'est le revers de la médaille. C'est quand on grandit, il faut savoir aussi gérer encore beaucoup mieux l'image parce que les enjeux sont encore beaucoup plus grands. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui de la sensibilisation par rapport à ça, c'est que la communication aujourd'hui n'est plus un accessoire, on ne cesse de le répéter, c'est pas du marketing qu'on fait, mais c'est une nécessité aujourd'hui que d'intégrer aujourd'hui et techniquement la communication au cœur des politiques publiques. Et se dire en se disant que c'est essentiel, c'est la dynamo, c'est le moteur, ou se dire ou d'avoir, parce qu'en fait on a l'impression qu'aujourd'hui, on peut se dire en fait on n'est pas bon en matière de communication, c'est ça en fait clairement. On n'est pas encore mature. On n'est pas encore mature. Est-ce qu'on a un problème d'ordre culturel, effectivement, se dire tout ce qui est enjeu d'image, j'ai une habitude aussi moi de gérer l'image de mon entreprise, de mon organisation, du pays, et que chacun, chaque fois, en fait, gère à sa manière et à sa façon, et que du coup, c'est pas quelque chose qui est ouvert et qui est surtout contributif. Non, c'est une question de culture. Clairement, c'est une question de culture. Ça prendra un peu de temps. Malheureusement, on n'a plus ce temps-là. Malheureusement, des fois, on a le luxe de pouvoir évoluer à notre rythme, et d'autres fois, on est challengé par justement la dynamique de développement et puis la dynamique des enjeux aussi. Donc, techniquement, oui. On est obligé aujourd'hui de faire plus vite. Plus vite. Est-ce qu'il faut aussi réajuster justement ce canal de communication? Mois de janvier aussi, c'est 2 formations politiques qui ont organisé des événements partisans, donc internes et qui les concernent. En l'occurrence, le PAM, c'est un conseil national ordinaire, et le RNI, c'était d'ailleurs samedi, Al Jadida, c'est un congrès extraordinaire pour élire, en tout cas, nommer, désigner un nouveau président du parti. Et en même temps, on a des événements tragiques au niveau du nord du pays. Donc on a l'impression que les événements tragiques, en fait, c'est la mobilisation de l'appareil de l'État, des forces armées royales, des militaires et autres. Donc tout un travail de fond, sans forcément de la communication via des communiqués sur le nombre de personnes qui ont été déplacées, sur le fait que l'environnement a été pacifié. Et puis d'un autre côté, une communication politique, grosso modo, pour dire voilà, il y aura un nouveau secrétaire général, ou voilà le cap, voilà l'objectif pour nous, c'est d'arriver premier aux élections. Est-ce que là, du coup, en termes de communication, en fait, est-ce qu'il n'y a pas j'ai employé le terme, je ne sais pas si il est employé en termes de communication, mais de déphasage complet? C'est pas un déphasage, en fait. C'est, comme je vous disais, Rachid, c'est un concours de circonstances avec des événements qui sont arrivés à la file. L'agenda politique est ce qu'il est. D'accord? Aujourd'hui, forcément, les partis politiques se préparent à une échéance électorale d'une grande envergure pour cet été 2026. Et il est tout à fait normal que chaque parti gère aujourd'hui son positionnement à sa manière, avec son tempo et ses contraintes techniques et internes. Maintenant, sur le plan politique, c'est-à-dire en termes de communication politique par rapport à ce qui se passe sur le Nord, il faut savoir aussi déphaser la nécessité des politiciens visibles, des politiciens qui sont aujourd'hui malheureusement invisibles. Et là, quand je parle des politiciens invisibles, c'est le travail de politique de proximité. Parce que certes, nous avons des ministres, nous avons un gouvernement qui a aussi à charge pour lui de communiquer sur les différents secteurs qui les concernent, mais on a aussi des élus locaux qui gèrent aussi la chose locale, qui gèrent la politique locale. Ce sont des élus. Où sont-ils ? C'est ça la question qu'il faut poser aujourd'hui. Parce que quand ça se passe partout dans le monde, quand on a, par exemple, je cite un exemple, quand on a des inondations à New York, on voit le maire de New York qui s'exprime. On voit pas le ministre ou le département d'État qui communique par rapport à X ou Y. Mais d'abord, il y a une nécessité de communication de proximité, et ça devient de plus en plus nécessaire. Mais est-ce que ça veut dire, Ouda Sikawi, c'est que certains vous diraient oui, mais en fait, parce que quand il y a en situation de catastrophe naturelle ou autre d'ailleurs, il y a une forme d'exclusivité qui est dédiée à la communication, et donc du coup, parfois cette forme d'exclusivité, on exclut du coup le politique. On a bien vu effectivement les membres du gouvernement, l'exécutif actuel, que ce soit même d'ailleurs les 2 partis qui organisent leurs événements, n'ont pas communiqué sur les inondations à Ksar Kebel.
Certains considérant que c'est peut-être d'autres organisations qui doivent, à qui on doit laisser aussi cet espace communicationnel. Est-ce que est-ce que ce qui est en train de, ce qui doit bouger selon vous aujourd'hui, c'est voilà, quand il y a un événement aussi dramatique que celui qui s'est produit à Québec, c'est les élus locaux et le politique qui doit d'abord et avant tout, ou en même temps, prendre la parole. C'est un travail d'équipe. La communication, ça reste quand même un travail d'équipe parce que toute personne qui va communiquer ne va pas forcément communiquer de la même manière vis-à-vis de la même cible. Et ça, c'est important de le savoir. Aujourd'hui, si nous avons, par exemple, toute la partie technico-technique des secours, de l'appareil, comme vous le citez, de l'appareil de l'État qui gère les secours, qui le gère bien, et il faut rendre à César ce qu'il y a à César, qui le gère extrêmement bien aujourd'hui, il faut le dire, il communiquera sur ce volet-là. Mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres volets et c'est un teamwork qu'il faudra actionner aujourd'hui en termes de communication et une culture et se mettre autour d'une table. Et c'est ce que je dis en termes de communication de crise. Quand on a une crise, on se met autour d'une table et chacun communiquera sur sa partie du job vis-à-vis de la cible et de sa manière à lui. Parce que lorsqu'effectivement il n'y a pas de prise de parole publique, il n'y a pas de communication publique, en tout cas du politique en l'occurrence, dans une séquence de communication de crise, il y a 36, 37, 38 millions de Marocains. Est-ce qu'ils doivent considérer qu'on les met aussi à l'écart? Parce que quand il n'y a pas de prise de parole publique, de prise de parole politique par le politique et surtout notamment le politique est aux responsabilités, est-ce que ça veut dire que du coup des populations peuvent se sentir marginalisées en disant faites-nous, on ne compte pas, on ne s'intéresse pas à nous, personne ne nous parle et que donc du coup en fait on n'existe pas? Heureusement, on n'a plus cette culture de marginalisation, Rachid, et ça on l'a vu avec la Gen Z, ce qui est très encourageant et qui fait partie aussi du développement que nous vivons dans notre pays et notamment dans l'exercice l'exercice démocratique que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus marginalisé. Quand on veut parler, on parle, et quand on se sent marginalisé, on le dit. Et ça, c'était en soi un exercice exceptionnel qu'on a vécu avec la Gen Z et qui a fait bouger les lignes, et qu'on le veuille ou non, ça a fait bouger les lignes même dans la façon de communiquer politiquement de nos politiciens. Malheureusement, ils n'ont pas encore transformé l'essai et c'est sur ce point justement qu'ils sont critiquables largement. C'est les one shot. C'est quand il y a une crise, on fait un one shot. On calme le jeu et puis on continue. On disait la dimension culturelle, est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'en fait, culturellement, on n'a pas le bon logiciel pour performer en matière de communication? Et je dis ça aussi à la lumière de ce qui s'est passé, de ce qu'on vit, ce qu'on subit au niveau de la précane, si je puis dire, du narratif et du récit. Mais est-ce que simplement, en fait, de le dire, c'est bien? Mais est-ce que de le faire, c'est mieux? Mais est-ce que du coup, on a le bon logiciel pour pouvoir effectivement être en capacité de faire ce qu'a fait le Qatar en 2022, au-delà de la dimension financière, ou ce qu'a fait d'autres pays? Je crois que Londres aussi, pour les Jeux Olympiques, ont fait aussi la même chose avec une approche aussi de construction de récits et de narratifs, et donc de communication à impact, et que du coup, nous, on n'a pas forcément les bonnes personnes, mais pas forcément le bon logiciel. Le bon logiciel, c'est aussi la prise de conscience, en fait, que la communication, avant tout, c'est de l'anticipation. Ça peut être un marronnier, on le répète souvent en termes d'expertise communicationnelle, mais s'il n'y a pas d'anticipation, on ne peut rien faire. On ne peut pas jouer les pompiers. Ça ne pas s'aligner sur l'événement du moment, il faut bien anticiper bien en amont. Absolument. Et puis quand on s'expose à organiser des événements de cette envergure-là dans notre pays, on s'expose aussi, on ouvre cette vitrine. Et cette vitrine, en fait, quand on l'ouvre, on l'expose à tous les risques inhérents à cet événement. Et ça, il faut le savoir aussi pour 2030. Maintenant, c'est vrai que c'était un match test. C'était un match test, la Coupe d'Afrique. Pour vous, c'était même pas forcément une compétition test, plutôt un match test dans la perspective. Exactement, c'était un match test. On a réussi certains volets, sur le volet organisationnel, infrastructure, etc. C'était nickel chrome. Maintenant, là où on a fauté, c'est justement en laissant la communication stratégique et en laissant toute la partie lobbying, la partie soft power, qui était marginalisée parce qu'on a estimé que c'était subsidiaire. Le fait simplement sans vouloir personnifier, le président de la fédération de football, Fawzi Larja, pour ne pas le citer, n'a toujours pas pris la parole publiquement pour s'adresser aux Marocaines et aux Marocains. On est à peu près à plus de 3 semaines de la fin de cette compétition. Entre-temps, il y a eu les sanctions sportives et disciplinaires de la CAF qui ont été prononcées. Excusez précisément, même si le Maroc a fait appel en matière de communication, vous qui êtes spécialiste en matière de communication, notamment de communication sensible et stratégique.
qu'est-ce que vous pensez, votre analyse en fait, du fait que le président de la fédération ne se soit toujours pas exprimé publiquement auprès des populations? Il faut avoir un contexte bien déterminé, c'est que nous interjetons appel. Déjà. Donc du coup, c'est un processus quand même juridique qui est en cours, qui est enclenché. Donc ça suppose aussi de gérer la communication avec beaucoup de pincettes pour bien pouvoir aligner les messages et ne pas avoir des petits couacs, on va dire, sur le plan stratégique. Donc peut-être ce silence-là. C'est une stratégie de com de rester de ne pas communiquer? Absolument. Et pour vous, elle est adaptée à la situation du moment? On comprend pas souvent, en fait. C'est ça qu'on comprend pas souvent. C'est qu'on se dit, les silences ne sont pas communication. Mais les silences en soi peuvent être une communication en tant que telle. Il faut savoir se taire quand il faut se taire. Il faut savoir parler correctement et avoir les mots justes au moment où il faut les dire. Donc, pour l'instant, la trajectoire est bonne en matière de communication de la part du Maroc, de Fawzi Larja, de ne pas communiquer. À mon sens, oui. Le silence actuel, oui. Le silence d'avant était faute. C'est-à-dire entre la finale? Entre la finale et le jour d'aujourd'hui, il y a eu une erreur. Avant même les sanctions tombées de la part du comité qui a statué la CAF, il fallait quand même communiquer, il fallait booster la cause marocaine déjà auprès de l'opinion publique nationale et internationale. Autre fait aussi, si on reste sur le terrain un petit peu politico-sportif, vous avez vu comment ce week-end le sélectionneur Walid Regragui, des médias français sérieux, annonçait effectivement que Walid Regragui avait déposé sa démission, un démenti de la Fédération royale de football qui a démenti en disant nous n'avons pas reçu la démission de Walid Regragui. Vous, en tant qu'experte en communication, est-ce qu'on a eu de quelque part une communication dans un premier temps relayée par des médias étrangers, en l'occurrence français, et ensuite une contre-communication par ce communiqué de la Fédération royale de football qui dit nous on n'a pas déposé on n'a pas reçu la démission de ce monsieur de Walid Regragui. Est-ce que là sur l'analyse purement communicationnelle, est-ce qu'il y a de la communication et en même temps de la contre-communication? Il faut déjà revenir sur les sources déjà citées par les médias crédibles, qui se disent crédibles. Vous dites crédibles par rapport à ça, parce que tant qu'il n'y a pas de source de cité, tant qu'il n'y a pas de communiqué officiel de la fédération ou de communiqué officiel venant du principal intéressé, je comprends pas comment un média peut déjà avancer une démission. Ils ont dit selon nos sources, c'est Foot Mercato et RMC, donc on sait globalement que c'est les médias relativement crédibles et sérieux. Le communiqué qui est venu ensuite dans la foulée, quelques heures après la fédération, mais en même temps, il n'y a toujours pas eu de communication grand public. C'est-à-dire que ni de la part du sélectionneur, ni de la part de la fédération de foot. Donc, est-ce que pour vous, c'est aussi le fait de ne pas communiquer, c'est aussi, c'est une forme aussi de communication, parce qu'il y a une gestion peut-être de crise à gérer avec le sélectionneur, il partira pas, une négociation peut-être en cours. Est-ce que ça veut dire ça en fait? Après, la communication n'est pas dictée automatiquement par des articles de presse, des déclarations. Elle n'est pas dictée automatiquement. On ne répond pas automatiquement à un article de presse positif ou négatif. C'est ça la communication sensible en soi, c'est de pouvoir déterminer le tempo et quand est-ce que cette communication est nécessaire, quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Donc le fait qu'il n'y ait pas de communication aujourd'hui, ni de la part du sélectionneur Walid Regragui, ni de la fédération, c'est qu'il n'y a pas de nécessité de communiquer. Non, à ce stade-là, s'il y a un démenti, c'est déjà une communication en tant que telle. Il y a eu un communiqué en bonne et due forme disant que le sélectionneur n'a pas démissionné. Et le sélectionneur lui-même, le principal intéressé, s'il souhaitait communiquer sur sa démission, il l'aurait fait. Est-ce que tout ça en même temps, c'est quoi l'impact en fait sur les populations selon vous? C'est-à-dire voilà, un mois de janvier difficile, bon on perd sportivement, mais ça c'est que le football reste qu'un sport. Une finale de CAN, malheureusement, il y a ces inondations, il y a ça bouge un petit peu au niveau de certaines formations politiques dans la perspective des élections générales qui devraient se tenir en septembre prochain. Voilà. Et puis autour de ça, on a l'impression qu'en fait les Marocains et Marocains sont un peu démobilisés, donc on n'a pas d'instrument de mesure pour mesurer le degré de confiance de nos concitoyens. On a l'impression, en tout cas ce n'est qu'un ressenti, qu'il y a une forme de démobilisation aujourd'hui. Donc voilà. Il y a une démobilisation générale qu'on sait tous par rapport à la politique. Ça, on peut pas se le cacher, on peut pas se leurrer. Il y a une démobilisation et puis un manque de confiance quasi alarmant, on va dire, en la chose politique. Ça n'a absolument rien à voir avec le concours de circonstances des différentes... Tout ce qui s'est passé en janvier ?
Je ne pense pas que ça soit inhérent à ça. Justement le déficit en termes de communication politique et de communication à impact et dans la prise de parole, est-ce que c'est ça qui est aussi à l'origine de cette forme de démobilisation? C'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément, ou quand on parle pas forcément avec les bons éléments de langage, et que du coup, ce qu'on paye cher, et qu'on pourrait d'ailleurs payer beaucoup plus cher lors des prochaines élections en matière de participation, c'est effectivement le déficit chronique de la communication politique. Parce qu'ils sont, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste c'est un rendez-vous manqué. Hein. Parce que ce qui s'est passé avec la Gen Z en septembre dernier, c'était un rendez-vous grandeur nature, en fait, de la demande de tous les Marocains d'avoir quand même un bilan, un impact. Et c'est ce qui va se passer à l'été 2026. Hein, ça sera d'autant plus virulent. Et les politiciens ont eu une occasion en or qu'ils ont loupée parce que ce qu'ils ont fait, encore une fois, c'est du one-shot. C'est-à-dire surfer sur la vague. Ils ont surfé sur la vague, ils ont fait un one-shot, ils ont communiqué, ils ont calmé la foule, entre guillemets. Calmer la foule, on va dire, c'était pas tellement leur exercice, mais ils ont dû jouer le jeu, on va dire. En adaptant leur communication à cette époque-là. Ils se sont adaptés. À un moment donné, on les voyait tous sur les plateaux télé, tous défiler sur les plateaux télé avec beaucoup de promesses de communication de proximité dans l'avenir. On sera beaucoup plus attentif à la nécessité de communiquer avec vous, etc., etc. Mais vous pouvez me citer un seul responsable aujourd'hui qui a continué dans la même dynamique depuis septembre dernier. Quand un politique aujourd'hui, sans le citer, on va pas personnifier, fait des déclarations, et encore tout récemment en disant nous, on va arriver premier aux élections. Est-ce que ça peut être en matière de communication aussi d'une extrême violence psychologique, mentale, peut-être sociale aussi, vis-à-vis de celles et ceux qui ne croient plus en politique ou qui sont là ou qui étaient en attente? En tout cas, il y avait beaucoup d'espoir et de croyances et qui entendent aujourd'hui dans l'air du temps, dans le discours politique et dans la communication politique, nous, on va arriver premier aux élections et puis ça s'arrête là. Au contraire, c'est de l'audace politique. Et puis, il en faut dans la politique d'avoir de l'audace. Hein. Sinon, on ne fait pas de politique. Mais est-ce que par rapport au contexte et à la conjoncture, est-ce que c'est une audace qui est bien placée selon vous? Ça fait partie d'un agenda. On va dire ça fait partie d'un agenda. Chaque parti politique décide quand est-ce qu'il faut actionner la machine parce qu'il estime que c'est le bon moment vis-à-vis de ses adversaires. Après, une communication, ça s'ajuste et on choisit le bon timing. Et pour certains partis, pour eux, c'est le bon timing. Le bon timing, malgré le fait qu'il y a des inondations, des intempéries, malgré le fait qu'il y a un stress aussi au niveau de la cherté de la vie et autres, c'était le moment de dire mon ambition et l'ambition de ma formation politique, c'est d'arriver première en tout cas Je vais vous poser aux élections. Une question. Je vous retourne la question, même si normalement c'est pas l'exercice. Non, allez-y. Mais est-ce qu'il fallait attendre que les intempéries s'arrêtent? Qu'est-ce qu'il fallait attendre pour déclarer? Il fallait attendre 15 jours avant les élections? L'agenda politique est l'agenda politique pour tous. Donc, il est indépendant de tout ce qui peut se passer. J'estime que c'est la mécanique sur laquelle les partis politiques généralement surfent pour pouvoir gérer leur communication respective. À dire, parce que là c'est tous les partis, hein. Pratiquement encore le RNI, le nouveau président du RNI, c'est Mohamed Chouki d'ailleurs ce week-end. Notre ambition, c'est d'arriver premier. Est-ce que c'est un élément de langage pertinent en matière de communication aujourd'hui parce qu'on risque de se retrouver avec tous les partis en lice aux élections qui vont dire nous, mon ambition, c'est d'arriver premier. Ils sont déjà 3 ou 4 ou 5 à avoir déjà dit ça. Est-ce que vous, simplement au niveau du prisme communicationnel, est-ce que c'est de la communication que de dire mon ambition, c'est d'arriver premier aux élections? Alors c'est davantage de la communication ce qu'il faut. Il faut faire la part des choses. C'est davantage une communication interne qu'une communication externe. Même quand c'est dit publiquement, en public, devant un micro, même quand c'est dit face publiquement, caméra. parce qu'il faut savoir qu'il y a un appareil à l'intérieur des partis politiques pour pouvoir mobiliser les foules. Et il faut toujours savoir aussi qu'en interne, dans les partis politiques, il y a toujours une démobilisation au bout de 5 ans, qu'il faut remobiliser encore pour avoir toute une mécanique, pour avoir toute une machine qui fonctionne correctement, pour avoir des militants qui vont s'actionner, qui vont pouvoir engranger le pas, et pour éviter aussi éventuellement certaines transhumances politiques qui sont naturelles dans la scène politique à l'heure actuelle. On dit que ça bouge, que c'est d'actualité exactement. Actuellement. Donc ce qu'il faut distinguer, moi en tout cas la lecture que j'en fais, c'est davantage des communications internes que des communications externes, même si elles sont faites en public. Alors c'est intéressant, Ouda Sekaoui nous dit, experte en communication, pas d'influence, mais de communication sensible et stratégique. Les formations politiques aujourd'hui qui annoncent qu'ils veulent que leur objectif est d'arriver premier aux élections, c'est avant tout une communication interne.
plutôt qu'externe. Donc, ils s'adressent d'abord à leurs militants, à leurs partisans, plutôt que de s'adresser aux opinions publiques au sens large du terme. Absolument, le discours aujourd'hui est là. Ça va se poursuivre ou pas, ça? Parce que c'est-à-dire, c'est mobilisé aujourd'hui au travers du fait de dire je vais arriver premier aux élections, ou ça va être, selon vous, ou ça peut être, en tout cas, le leitmotiv jusqu'aux élections, jusqu'au scrutin. Est-ce que les communications politiques vont évoluer dans les partis, ou ça va être toujours focusé sur on va arriver premier, je vous promets, accrochez-vous, mobilisez-vous, l'objectif c'est d'arriver premier. Non, à bout d'un moment, il y a un renversement quand même sur de la communication externe pour pouvoir quand même assurer des voix qui vont passer au scrutin, qui vont leur permettre d'arriver effectivement premier, de transformer l'ambition en réalité. Donc ils vont pas rester cramponnés, hein, je vais arriver premier, je vais arriver premier, je vais arriver premier. Absolument. Ils vont s'ouvrir. Absolument. À un moment donné, ils s'ouvriront très certainement à d'autres discours un peu plus mobilisateurs en externe. Et comme l'a dit récemment on ne sait pas citer de nom puisque vous citez des noms, j'ai pas de souci, mais une responsable politique qui a dit que la bataille aujourd'hui ou la campagne aujourd'hui sera programmationnelle. C'est Fatima Zahra Mansouri. À un moment donné, effectivement, et c'est louable, que de partir sur ce mindset, que de se dire aujourd'hui on va partir sur du programme. Maintenant, le risque inhérent à cette posture, c'est que c'est une posture que un parti politique dans l'opposition peut facilement adopter. La complexité de l'exercice quand on est au pouvoir, cette fois-ci, en tant que parti, quand un parti politique est au pouvoir, c'est que la bataille programmationnelle est à double tranchant. Parce que ce qu'attendent aujourd'hui les Marocains, c'est de leur expliquer déjà quel est l'impact des politiques publiques de ce qui a été que fait. Vous avez déployées donc le bilan. En tant que parti, au-delà même d'un bilan. Au-delà même d'un bilan, parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est que plusieurs responsables politiques s'actionnent pour poster sur les réseaux sociaux ou pour communiquer sur des bilans ministériels ou des bilans locaux, etc., etc. Mais aujourd'hui, les Marocains n'attendent pas un bilan. Ils attendent de l'impact concret et le bilan, ils le feront eux-mêmes. Ce bilan-là, ils le font déjà entre eux-mêmes. Les partis n'ont pas besoin de présenter un bilan. Absolument. Eux, ils sont capables de le faire. Les Marocains aujourd'hui n'attendent pas des bilans avec des chiffres. Les chiffres, ça reste institutionnel. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une phase de communication institutionnelle. Cette phase, elle vaut pour de la communication politique dans les 2 premières années de mandat. Au bout d'un moment, à la mi-mandat, on doit renverser la vapeur pour partir sur beaucoup plus de proximité et d'impact. Parce que ce qu'attendent les Marocains, c'est pas du tout des chiffres. Nous avons réalisé tant. Le cadre macroéconomique est stable, etc. Parce que si c'était le cas et si ça faisait l'affaire, on n'aurait pas eu à dealer avec tout un mouvement générationnel de la Gen Z qui explique que on ne souhaite même plus communiquer avec vous. Est-ce que ça a été compris selon vous? Je prends 2 exemples très concrets, nominatifs d'ailleurs, parce que je suis obligé de nommer, j'espère que ça vous dérange pas. Fawzi Larja, qui était au Parlement il y a une quinzaine de jours, qui a présenté l'exécution, sous forme de bilan de la loi de finances 2025. Donc ça a été une série de chiffres, l'augmentation, la hausse des recettes fiscales, que ce soit l'IS, que ce soit l'IR, ou la TVA, et puis c'est étalé aussi sur d'autres chiffres. Il y a quelques jours, c'est Nadia Ftihalaoui, ministre de l'économie et des finances, qui a fait une sortie en disant alhamdoulilah, le cadre macroéconomique est stable. Est-ce qu'en fait, si on prend ces 2 exemples-là de communication politique, c'est tout sauf ce qu'attendent les citoyens? Sur le plan technique, il faut distinguer après en fonction des rôles. Sur le plan technique, Fawzi Larja, quel est son rôle? C'est un rôle extrêmement technique sur le plan budget. Donc il est tout à fait normal que nous soyons dans une communication qui est très institutionnelle, très chiffre. Maintenant, il y a des rôles un peu plus politiques. Pour Nadia Ftah, qui est ministre des Finances, de l'économie et des finances. Et membre du groupe politique du RN. Exactement, qui est membre du gouvernement. On peut estimer qu'il peut y avoir quand même une certaine nécessité de bouger les lignes et de parler un peu plus factuel pour adopter une pédagogie politique qui est aujourd'hui nécessaire vis-à-vis des Marocains. Certes, peut-être que les indicateurs macroéconomiques sont bons, peut-être que ce gouvernement est très techniquement bon, mais sur le plan impact, il va falloir expliquer aux Marocains quel impact sur leur vie du quotidien
toutes ces mesures techniques. Et décisions ont été prises. Est-ce que c'est ça? Je voulais finir là-dessus avec vous, Ouda Sekaoui. Est-ce que, selon vous, ce qui va se jouer dans la perspective des prochaines élections prévues en septembre prochain, ça va être effectivement ça, d'adopter la bonne posture et d'adopter surtout la bonne stratégie en matière de communication? On l'a vu en 2021, c'était essentiellement beaucoup sur les réseaux sociaux, sur des sponsoring, sur les plateformes étrangères. On a bien vu que le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, a décidé, lui, d'encadrer tout ça pour les prochaines élections. Et on a l'impression, en tout cas aujourd'hui, on est encore même pas mi-février, que les partis politiques et que les politiques ne savent pas trop vers quel type de communication aller à impact, parce qu'ils sont conscients, je pense qu'il faut de l'impact, mais chacun ne sait pas. Est-ce que c'est mettre sur TikTok, ne pas aller sur TikTok, ça va être compliqué. Est-ce que ça va être réseaux sociaux? Oui, mais comment? On sait pas. Voilà. Est-ce que là, du coup, on a l'impression qu'en fait, ils sont tous dans une espèce de brouillard en matière communicationnelle? Quel levier, quel outil, instrument de communication qui peut être le plus performant et impactant possible dans la perspective des élections? Il faudra techniquement. Je vais commencer par ce qu'il ne faudra pas faire. Avant de voir ce qu'il faut faire. Mais ça très bien d'ailleurs. Il faut déjà très bonne méthode. Il faut déjà éviter les grosses erreurs. Et les grosses erreurs qui me semblent en train de se produire et de commencer, c'est de partir sur un effet très marketing sur les réseaux sociaux. D'accord? Même si quand bien même on vise la jeunesse, on se dit que c'est des jeunes qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont positionnés, et qu'on peut targeter entre guillemets sur les réseaux sociaux. Mais là, le nerf de la guerre ne se trouvera pas forcément que sur les réseaux sociaux. Et là, il va falloir être vigilant parce que la communication de proximité déjà est défaillante. Elle a été défaillante sur tout un mandat. Donc du coup, ça va être extrêmement compliqué sur le terrain. Il faut pas se leurrer, ça va être extrêmement compliqué parce que pour venir convaincre des gens, enfin des Marocains plutôt, de toute frange sociale et de toute tranche d'âge aujourd'hui sur pourquoi vous avez été absent tout ce temps-là et vous venez aujourd'hui, à ce moment-là, c'est qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui déjà, c'est pas gagné d'avance et il faut pas partir sur des techniques de marketing, de communication digitale, il va falloir trouver vraiment une parade pour pouvoir déjà gérer l'absence des 4 ans ou des 5 ans passés, qui est très très complexe pour regagner en confiance. Dernière petite question, est-ce que pour vous, l'élection et le scrutin se jouera sur la communication et la bonne stratégie en matière de communication? Est-ce que là, par rapport à 2026, ça sera essentiellement ça, en fait, qui sera le facteur déterminant, selon vous, au niveau du scrutin? Ça sera pas le seul facteur déterminant, parce qu'après, communiquer, oui, mais avoir quoi dire en termes de communication, c'est déjà beaucoup plus important de base. Et puis sur le contenu, c'est-à-dire sur le fond, il va falloir quand même bien se baraquer pour pouvoir avoir les bons arguments, en fait. Il va falloir argumenter cette fois-ci. Surtout sur les 3 partis qui ont fait partie de la coalition, l'exercice ne sera pas facile, comme je dirais. La posture des partis en opposition, elle est beaucoup plus simple, on va dire, parce qu'ils n'étaient pas dans la machine d'exercice. Mais pour les 3 partis, c'est pas gagné d'avance. Ça va se jouer, on évoquait tout à l'heure, ça va se jouer sur la capacité à avoir le bon choix de narratif politique. Exactement. C'est là. Absolument. Ce qu'on a dit pendant la CAN, le narratif Maroc qui a été contrecarré par un autre narratif. La forme, on la maîtrise aujourd'hui. En termes de maturité technique, la forme, on la maîtrise, le sponsoring, on le maîtrise, les réseaux sociaux, on les maîtrise. Mais maintenant, c'est le fond c'est là où le bas blesse. C'est le fond. Donc là, une des clés, en tout cas, de ce scrutin de 2026, ça sera donc du coup, selon Ouda Sekaoui, d'avoir que le parti politique arrivera à trouver le bon narratif, le bon storytelling et surtout le récit qui arrivera à embarquer le plus grand nombre. Merci infiniment, Ouda Sekaoui. C'est une espèce de cours d'ailleurs, de masterclass, de communication sensible, stratégique, dans un environnement aujourd'hui compliqué. On ne pensait pas que ce début d'année 2026, on allait être bousculé à la fois par du sportif, du facteur climatique aussi en même temps. Et puis bon, voilà, mais il faut continuer à vivre et puis il faut continuer à avancer avec l'espoir bien sûr nourri d'un lendemain meilleur. Absolument. Restez positif. Merci infiniment à vous. Merci à vous. Ouda Sekaoui, à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. À suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.